Ce vernissage, et parce que la journée elle est une belle journée de soleil, et donc on espère que on ait quand même du monde qui viennent nous trouver aujourd'hui, qui viennent visiter cette belle exposition. Donc en 1962, quand on a créé dans notre association, ça s'appelait Léonard de Vinci, donc c'était déjà sous l'égide et le patronage d'un grand personnage, d'un grand peintre. Donc ce n'est pas incohérent de voir que le Léonard, sur ses murs, il y a souvent des expositions de peintres. Mais le Léonard ne veut pas être une galerie d'art. Le Léonard veut être autre chose. Les galeries d'art, c'est pour quelques privilégiés, des peintres qui sont fort commercialisés, des artistes, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à des amateurs, des gens qui ne sont pas connus, de se faire un petit peu connaître. Et parce que ça rentre justement dans ce qui sont nos buts et nos objectifs, c'est développer la culture. Anne, elle me disait qu'elle exprimait, elle fait des dessins et des pastels. Elle fait, donc elle exprime sa passion, ses états d'âme, sa colère, sa plénitude, voilà. Par ses couleurs, ses dessins. Danielle, elle, c'est pas la première fois qu'elle expose ici. Elle fait une photo aussi du monde, le sud, le nord. Vous pouvez voir ici, beaucoup de femmes sont représentées, des enfants, des animaux, et aussi les rêves qu'elle essaye de mettre sur papier, de peindre les rêves, et aussi de l'impressionnisme. Et un peu de cubisme, vous allez voir quelque part ailleurs. Et Robert ici, lui, sa spécialité, c'est les sous-bois, les paysages, et depuis quelque temps, la poterie. Voilà. Et ce n'est pas la première fois non plus qu'il expose ici au Léonard. Donc moi, je vous demande de les applaudir très fort parce que vraiment... mais ils sont ici depuis de A à Z, depuis mettre le clou, mettre la chaîne, prendre les tableaux, etc., monter les grilles caddies, etc. Donc c'est des gens qui font tout. Et alors, je voudrais aussi vous présenter M. Ramaciotti, Lucien Ramaciotti, qui est connu comme Rama, on l'appelle Rama, au lieu de Ramaciotti, il est plus connu comme Rama que comme Ramaciotti. Et il est né ici, donc il est né en Belgique, à Chopier, de parents toscans. C'est un critique d'art et il essaye aussi. C'est un essayiste et il a signé de nombreuses monographies et des chroniques sur l'art contemporain. C'est ce qu'on va essayer, il va essayer de nous faire comprendre ce soir. Mais il poursuit parallèlement en même temps des activités d'enseignement et de recherche. C'est un ancien boursier de l'université de Pise en 1976 et il est le spécialiste de la Renaissance italienne. C'est la reconnaissance pour avoir été commissaire de l'exposition C'era una volta en janvier 2007 au complexe muséal San Michele a Riva Grande sous le patronage et sous la demande du président de la République italienne, Giorgio Napolitano. Voilà, donc avec ça. Et je vous demande de l'applaudir aussi. Maintenant, nous allons lui donner la parole. Il va faire son exposé et ensuite nous prendrons le verre de l'amitié ensemble. Et je demanderai avant ça de venir apporter des petits cadeaux pour nos peintres, pour nos artistes. Voilà. Des fleurs aux femmes. Et pour lui, ce sera après. Quand il aura fini, quand il aura fait ses travaux.
faire pour une seconde. Reste extrémité. Je voulais un grand applaudissement pour mon ami. Ah, non. Voilà, je vous rassure, je ne vais pas être trop long. Je sais que lorsqu'on vient à une conférence, on y vient vraisemblablement parce qu'on aime l'art, mais on a toujours cette peur de ne pas comprendre, de ne pas être suffisamment instruit. Or, l'art, je le dis et je le répète, il existait avant l'écriture. Et l'homme, dès sa naissance sur cette planète Terre, a ressenti ce besoin de créer, de dessiner, de laisser un message. D'ailleurs, si vous avez un jour l'occasion d'aller voir les fameuses grottes d'Altamira, mais on en trouve en Italie, les Étrusques ont laissé aussi des traces exceptionnelles. On sent chez l'homme, c'est-à-dire nous, ce besoin de dépasser ce qu'on appelle la réalité. Et la réalité, au XXe siècle, c'est la photographie. La photographie, elle est née aux alentours de 1850, à une époque où jusque-là, la peinture faisait tout. Quand vous étiez issu d'une famille riche, on allait chez un artisan peintre qui vous faisait un portrait. Et si vous aviez les moyens, vous aviez la possibilité de mettre un portrait dans votre belle maison. Et quand vous étiez un marchand de soie, par exemple à Lucca, en Toscane, c'était plein de marchands de soie, eh bien, ils avaient l'habitude, quand ils faisaient de très belles affaires, puisqu'ils achetaient une soie qui venait de Chine pour 2 sous, et ils revendaient ça à prix d'or aux rois et aux reines de France, à tous ces petits rois d'Italie, et ils ont accumulé des fortunes colossales en exploitant déjà à l'époque, on ne s'appelait pas ArcelorMittal, mais ce que je veux vous expliquer en quelques mots, c'est vraiment vous donner quelques clés, c'est-à-dire pour, quand vous voyez un tableau, essayez non pas de le comprendre, ça c'est tellement subjectif, mais de dire, voilà, j'ai une clé de compréhension. Pourquoi est-ce que cet artiste-là vaut, exemple, le Van Gogh qui s'est vendu 2 millions d'euros il y a quelques années, pour un tableau finalement, bon c'est un pot de fleurs, hein, ce sont les iris, oui c'est Van Gogh, d'accord, mais Van Gogh de son vivant, quand il est mort, le dernier jour à... Non, c'est-à-dire les œuvres, le frère a amené un villageois pour les donner, pour les distribuer. Il n'a jamais vendu de tableau, il a vendu un tableau à une Belge. C'était une certaine Bock. Vous voyez les céramiques Bock? Eh bien, à l'époque, tout le monde la prenait pour une folle, cette brave dame. Et c'est le seul tableau que Van Gogh ait vendu. Mais Van Gogh, il faut pouvoir gratter un peu derrière le mythe. Il n'était pas si sourd que ça, hein, Van Gogh. C'était un intellectuel. Il était issu d'une famille de marchands d'art. Son frère, son oncle était marchand d'art. Il avait une culture protestante, c'est-à-dire une grande connaissance de ce qu'on appelle la philosophie de son époque. Il était multilingue, il parlait le français.